Avec nous pour ce deuxième salon international de l'entrepreneuriat africain, ici même depuis l'hôtel Alpha Palmier. Nous allons passer à la première table ronde du jour, qui sera modérée par Madame Anne Guéhédi-Girardet, à qui je vais donner la parole pour vous présenter le panel et qui sera la modératrice. Elle sera la modératrice de ce temps d'échange. Nous vous remercions de suivre attentivement tous les échanges. En cas de questions, merci de patienter jusqu'à la fin de l'échange. En ligne, vous pouvez poser vos questions directement en suivant le lien de connexion. Bonjour à toutes et à tous, ici à Lausanne et en ligne. Donc, je suis Anne Guéhédi-Girardet, je suis chargée du partage des savoirs à la Fédération vaudoise de coopération, la FEDEVACO. Nous sommes la fêtière des ONG dans le canton de Vaud. Il y a effectivement une fédération cantonale dans tous les cantons latins. Nous cofinançons à peu près 80 projets par année de nos organisations membres, 48 organisations, grâce à des partenariats avec une quarantaine de communes vaudoises, avec le canton et avec la DDC, donc la Direction de la coopération au développement suisse. Nous sommes également un centre de compétences, c'est-à-dire que nous sommes actifs dans le renforcement de capacités de nos organisations membres, mais également aussi des acteurs de la diaspora, grâce à un prix Diaspora et Développement que nous organisons tous les 2 ans. Mais vous en saurez plus tout à l'heure. D'ailleurs, Zion Kick-Up a participé il y a quelques années à ce prix et c'est donc tout naturellement que la FEDEVACO s'est associée à Zion Kick-Up Startup pour organiser cette table ronde. Donc cette table ronde, contribution des diasporas à l'agriculture et au système alimentaire durable. Permettez-moi, avant de donner la parole à nos intervenants et de vous les présenter, une petite introduction thématique. Et j'aimerais commencer par rappeler un chiffre faramineux qui a d'ailleurs déjà été évoqué cette semaine en ligne. 90 milliards de dollars par an envoyés chaque année par la diaspora en Afrique via les transferts d'argent particuliers. C'est évidemment beaucoup plus que l'aide publique au développement. Donc la question de créer un impact collectif, pas seulement au niveau individuel, par les Africains de l'extérieur, existe depuis bien longtemps. Dans les années 80, il y a déjà eu de nombreuses associations de migrants qui se sont formées, à l'instar de GRDR, assez précurseurs, pour soutenir dans l'agriculture des communautés rurales. Par exemple, par l'adduction d'eau, par l'équipement de moulins, par de l'agrotransformation, des jardins collectifs, etc. J'aimerais citer ici les chercheurs Jenny Magui et Damsar qui ont cette année publié une étude de comparaison sur l'impact des actions des Sénégalais de l'extérieur qui résident soit en Suisse, en France ou en Italie. Ils disent, je cite, « Les projets mis en place par les associations de migrants font souvent état d'une attention accrue à la préservation de l'environnement, à des techniques agroécologiques, à des pratiques de reboisement. » Mais les chercheurs relèvent aussi que de plus en plus, le modèle associatif est à la peine chez les Africains de l'extérieur, qu'on appelle donc aussi les diasporas, au profit de projets d'entrepreneurs. Et c'est d'ailleurs ce qu'on a vu tout au long de cette semaine en ligne, de nombreux exemples d'entreprises portées par les personnes issues des diasporas, que ce soit dans la production de spéculations particulièrement nutritives. On a parlé du moringa, également dans l'élevage de poulets biologiques, également une foison d'entreprises dans la transformation, pour conférer ainsi une meilleure conservation aux produits. On l'a vu avec le manioc, avec la production de cubes bouillons naturels, mais aussi de l'innovation dans l'acheminement des produits vers les centres urbains, vers d'autres marchés internationaux, dans la distribution en ligne de ces produits locaux, et également aussi dans la gastronomie africaine. Donc voilà un petit peu ce qui s'est présenté tout au long de la semaine. C'était vraiment très intéressant.
donc la question de la création d'un impact positif au niveau collectif demeure, que ce soit des entreprises ou des projets associatifs. Donc les entreprises n'ont pas pour seul objectif de viabilité financière. Et donc c'est pour ça qu'on parle d'entreprise sociale et solidaire. Dans le domaine de l'agriculture, quand on parle d'impact, c'est-à-dire que les créateurs d'entreprises prennent en compte dans leur modèle d'entreprise tous ces enjeux liés à la production, aux modèles sociaux, à la biodiversité, etc. Et donc, il se pose la question, faut-il choisir entre l'agrobusiness ou l'agroécologie? C'était d'ailleurs le titre originel de cette table ronde. Et puis finalement, avec Zion Kick-Up, on s'est dit, mais on n'a pas de débat contradictoire à faire. Je crois que l'ensemble des acteurs, et Unitaire nous l'a encore rappelé, la nécessité de la transition agroécologique. La guerre en Ukraine nous l'a encore rappelé, et montré la forte dépendance des États africains envers les importations de céréales européennes. Donc les agri-entrepreneurs évoluent dans un contexte très complexe, et cet échange vise donc à partager les bonnes pratiques entre les entrepreneurs et les acteurs du développement. Avec nous, mesdames et messieurs, pour débuter cet échange qui va se poursuivre avec vous, le public, tout à l'heure, j'aimerais vous présenter Agbeko Komlan. Il est donc entrepreneur avec l'entreprise Kimi, qui va nous présenter tout à l'heure. Christophe Vadon, de l'association du GRAD. Vincent Zodogomé, de l'association ASVB, mais aussi du conseil de la FEDEVACO. Et puis j'aimerais aussi accueillir en ligne, je ne sais pas si on le voit à l'écran, Monsieur Apollinaire Nana. Il est coordinateur d'un projet de l'ONG Solidar, d'appui à l'entrepreneuriat au Burkina Faso. Est-ce que Monsieur Apollinaire Nana est avec nous? La technique. Oui, je suis présent. Super, bienvenue Apollinaire. Merci. Voilà. Je vais tout d'abord m'adresser à Agbeko Komlan. Donc, vous êtes basé en Suisse. Votre entreprise a un pied au Togo, dans votre pays d'origine, et ici. Présentez-nous votre entreprise et puis les choix que vous avez faits qui ont guidé à son évolution. Alors, bonjour à tous. Merci tout d'abord pour Anne et les organisateurs de ce salon de l'entrepreneuriat de nous accueillir ici à Lausanne. Petite présentation, je suis Monsieur Komlan Agbeko, j'habite à Lausanne. Je suis d'origine togolaise, papa, maman togolais, et ça fait 10 ans que je suis dans les ananas. Voilà. Donc ça, c'est mon petit bébé, c'est l'ananas pain de sucre ou l'ananas bouteille, pour ceux qui ne le connaissent pas. On l'appelle aussi brasa au Togo. Donc ça fait 10 ans que je suis dans les ananas. Mon papa est petit producteur au Togo. La première fois que je suis allé visiter son champ, on a marché, je me dis mais il m'emmène où? Tout d'un coup là j'ai été émerveillé de voir un champ d'ananas, c'est juste magnifique. J'ai goûté cet ananas et je me suis dit waouh, qu'est-ce que c'est cet ananas? Et dans un premier temps, j'ai travaillé directement avec les acteurs locaux. Je partais un mois dans l'année faire la récolte, vendre directement au marché, à toutes les sociétés qui font de la transformation au Togo, que ce soit pour faire du jus ou de l'ananas séché. Et par la suite, je me suis dit, voilà, ce produit-là, il faut qu'il soit connu ici en Suisse. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui ne connaissent pas cette variété. Et j'ai décidé de lancer aussi l'importation, de faire venir les ananas ici en Suisse. On a tout d'abord commencé avec cet ananas frais. Ensuite, on a continué à travailler avec des acteurs locaux sur place, des transformateurs pour l'ananas séché. On a fait aussi fait venir le jus d'ananas, qui est simplement extraordinaire. Et on a continué aussi à travailler ici avec des partenaires locaux. Je suis présent sur les marchés à Gland et à Lausanne. On travaille aussi avec des magasins bio, des épiceries fines.
Et voilà, en fait, ma mission, c'est de faire connaître les produits de l'Afrique, la qualité de l'Afrique. Ma mission, c'est de faire goûter, de faire découvrir tout ce qui pousse sur le sol africain, togolais, et de pouvoir le mettre en valeur. Du coup, on a commencé à faire des partenariats. Nous faisons aussi de la poudre d'ananas directement depuis le Togo, fait par des sociétés de transformation. Nous travaillons ici avec un chocolatier. Nous faisons un ananas chocolat très, très succulent. Nous travaillons avec aussi Caracas qui fait du granola. Elle intègre notre ananas séché dans le granola. Nous proposons aussi un rhum arrangé fait avec nos ananas séchés. Nous avons aussi de la confiture faite directement ici avec nos ananas. Et nous venons de faire aussi un partenariat avec M. Bertrand Boesch. Et nous avons créé la semaine dernière notre liqueur à l'ananas, à base de notre jus d'ananas. Donc voilà, je pense que... Benvaso, racontez-nous peut-être le pendant togolais de votre entreprise. Comment se passe la production? Alors, on est producteur au Togo, on travaille aussi avec des petits producteurs. On essaye de... J'ai la structure au Togo, la société au Togo. Et du coup, nous travaillons aussi avec, comme je l'ai dit auparavant, des petits producteurs. Quand on n'a pas d'ananas, on travaille aussi avec des petits producteurs. On travaille directement aussi avec les sociétés de transformation. Donc, on a un lien étroit entre les producteurs au Togo, les transformateurs et nous qui sommes ici pour pouvoir mettre à disposition et apporter nos connaissances et les produits ici en Suisse. Merci beaucoup. Je reviendrai vers vous avec d'autres questions tout à l'heure. J'aimerais passer la parole à Christophe Vadon. Christophe Vadon avec le GRAD, qui est un acteur majeur de la coopération au développement dans l'accompagnement de la structuration des organisations paysannes en Afrique de l'Ouest. Vous coordonnez un projet de marketing des produits locaux dans plusieurs pays. On avait plutôt l'habitude d'entendre parler de promotion des produits locaux au sein des acteurs de la coopération. Racontez-nous, Christophe, ce shift et racontez-nous ce projet. Bien, donc bonjour. Donc Christophe Vadon, je fais partie du GRAD, qui est une association qui a une quarantaine d'années et qui a beaucoup travaillé à la structuration des organisations paysannes et a produit ici de la sensibilisation pour tous les publics sur les questions de droits de l'homme, environnement, tiers-monde. On est basé à Genève et en France. Et on fait partie de la Fédération genevoise de coopération et on est membre aussi d'une plateforme, la plateforme Souveraineté alimentaire. Alors du coup, je ne reviens pas sur les bases, puisqu'on les a eues grâce à Unitaire. Et dans le cadre de cette plateforme Souveraineté alimentaire, on organise comme ça des ateliers, parce que ces 15 associations sont orientées vers l'agriculture. C'est des associations caritatives ou de développement. Et on organise des ateliers au sud, au Sénégal, au Burundi, etc. Et puis une fois, on l'organisait donc à Bagbe, au Togo, sur la question de la promotion des produits locaux. Et c'est une question qui a beaucoup intéressé les acteurs, ceux qui sont encadreurs d'organisations paysannes, etc., pour essayer de trouver des débouchés. Et donc, le GRAD a élaboré un projet, en fait, autour d'une association qui s'appelle OADEL à Lomé, donc l'Organisation pour l'alimentation et le développement local, qui travaille depuis déjà 15 ans, même 20 ans, sur cette question de promouvoir les produits locaux. Et notre hypothèse de départ, c'est de dire la production, c'est bien, comment dire, dans nos milieux, on soutient la production depuis 20, 30, 40 ans, mais une fois qu'on a produit, il y a très peu de chances des fois de vendre. Donc nous, on a dit, on va essayer plutôt de voir comment on fait vendre les produits, et après on sait que le paysan, la transformatrice, de toute façon, si jamais il y a un marché, elle va s'adapter. Et c'est comme ça qu'on a lancé un projet sur 3 pays, donc au Burkina Faso, au Mali et au Togo, avec des configurations très différentes. Et je vais parler plus particulièrement du Togo, puisqu'au Burkina, c'est plutôt avec des femmes dans des coopératives rurales, voilà. Et au Mali, c'est avec une grande confédération de femmes aussi.
Mais au Togo, c'est avec 2 entreprises. Et c'est la particularité en fait de ce projet à un moment donné, c'est qu'on s'est intéressé à comment promouvoir le produit de 2 entreprises, nous qui sommes ONG. Et très vite, en fait, il y a eu une espèce de vraie révolution dans ce projet, parce qu'en fin de compte, on est tombé sur quelqu'un qui souhaitait nous expliquer ce que c'était que le marketing. Et ça allait très bien avec les entreprises. Et donc, de la promotion des produits locaux, où aujourd'hui tout le monde, hein, même ici, dit « Ah, produits locaux », mais qui en consomme, hein? On le voit bien, il y a eu une étude qui a été faite justement dans le canton de Genève. Pendant le Covid, 36% des gens étaient prêts à consommer des produits locaux. Après le Covid, il n'y en a toujours que 5% qui le font. Donc, il y a une espèce comme ça de... Voilà. Et donc, l'idée, c'est comment faire, en fait, pour vendre. Et notre ami, qui justement, depuis 20 ans, fait ce projet-là, de promotion des produits locaux, à travers des dégustations, après des festivals, et tout un tas de choses, ben, à un moment donné, il m'a dit, ben, effectivement, si pendant 20 ans, j'avais promu 2 produits avec le marketing, que les gens les achetaient, aujourd'hui, on aurait 50 ou 60 produits locaux qui sont vraiment consommés. Donc, on s'est mis à travailler sur cette question-là. Et alors, premier enseignement, ça a pris 1 an avant que les gens comprennent ce que c'est une vraie démarche marketing. Parce que Choco Togo, donc, qui produit et transforme du chocolat à Lomé, et puis Tanko Timati, qui produit la sauce tomate, c'est 2 jeunes entrepreneurs qui vont en France, qui vont en Allemagne, qui vont un peu partout pour essayer de trouver des débouchés. En fait, ils n'avaient jamais réalisé une vraie campagne de marketing. Et donc, l'intérêt du projet, c'est qu'un projet, c'est très carré, comme ça, souvent. Et donc, on a imposé une étude de marché. Nous-mêmes, on a découvert ce que c'était une étude de marché. Avec cette étude de marché, on a fait ensuite après une stratégie marketing, puis un plan marketing. Et puis ensuite, après, on a trouvé des outils pour promouvoir ces produits, etc. Et donc, 2 produits par pays. Et donc, au Togo, la purée de tomates et le chocolat. Voilà. Et j'ai encore 2 minutes. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que même ce qu'on s'est aperçu, c'est que d'abord, il faut des ressources humaines. C'est-à-dire que là, ça allait bien dans le projet. Il y avait souvent un acteur, j'allais dire, associatif qui pouvait compenser par le bénévolat ou autre. Mais dans les entreprises, ils se sont rendus compte qu'avec une seule personne qui s'occupe du marketing, par exemple à Choco Togo, elle ne peut pas arriver à gérer la question des affiches, aller suivre 80 magasins pour voir où ils en sont, etc. Donc, c'est une question de ressources humaines. Et le problème, c'est que ces ressources humaines, elles sont difficiles à trouver. Non pas parce que les jeunes ne sont pas formés, mais parce que faire juste ce travail d'animateur à la base pour débuter dans le métier ou autre, c'est quelque chose qui n'est pas forcément accepté par des jeunes qui sortent des écoles. Donc là, il y a quelque chose à travailler là-dessus. Puis la deuxième chose, c'est comme quand on est dans l'agriculture et autres, il y a des questions de saison. Et ça implique en tout cas 2 choses par rapport à ces entreprises de transformation. La première, c'est qu'il y a une partie de l'année où on ne travaille pas. Voilà. Donc ça veut dire que, comme on a fait Tanko Timati, il faut trouver d'autres solutions. Et donc, par exemple, il fait à la fois de la tomate, il fait à la fois du jus d'ananas, etc., pour permettre aux coopératives de femmes avec lesquelles il travaille de pouvoir, en tout cas, fonctionner toute l'année. Donc ça, c'est déjà une première chose. Puis la deuxième chose, c'est qu'on l'a vu plus au Mali avec le fonio, par exemple, c'est des produits, souvent, les produits locaux, qui ont un fort impact culturel et donc qui sont liés à des consommations dans les fêtes, dans les mariages, religieuses, etc. ou autres. Et donc là aussi, il y a une difficulté souvent à avoir une vente régulière. Voilà. Merci beaucoup, Christophe. On voit déjà là 2 exemples intéressants de marketing par l'innovation de produits pour des marchés suisses, mais ne pas oublier aussi le marketing pour des marchés locaux, puisque c'est principalement destiné aux marchés locaux. J'aimerais maintenant m'adresser à Vincent Zodogom. Vincent, tu as un parcours d'engagement inspirant dans tes 2 pays, le Bénin et le Pays de Vaud. Comme fondateur de l'ASVB, l'association de solidarité avec les villages du Bénin, et au travers de la FEDEVACO.
Parle-nous d'abord de ton expérience avec ASVB, d'ailleurs également en termes marketing et puis en termes de partenariat. Ok, merci. Et... Ah non, pas le micro. Ouais, j'ai Ouais. quelque chose là. Merci bien et bonjour à tout le monde. Et d'emblée, merci. Ça peut aller? Ouh là 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 là. Ok. Un grand merci déjà aux organisateurs de cette initiative. La première n'a pas abouti à cause de la pandémie. La deuxième aboutit maintenant. C'est très, très réjouissant. Effectivement, l'ASVB, dont j'ai été pendant longtemps président, est soutenu par la FEDEVACO pour monter en place ce projet de coopérative agricole avec des paysans, des paysannes, pour produire de l'ananas, du manioc, légumes et élevage de porc. En réalité, voilà ce qui s'est passé. Moi, je suis béninois et je vis ici. J'ai créé cette association-là et avec la FEDEVACO, la Fédération vaudoise de coopération qui nous a toujours soutenus, je me suis dit, il faut aider les miens qui sont sur place et c'est comme ça que c'était parti. Alors, ces personnes ont voulu, ils font leur petite production agricole, mais à un moment donné, ils ont senti l'opportunité de se mettre ensemble, ils sont une soixantaine, pour produire plus grand. Et c'est là où nous, on était entrés en matière, et ça a été très réjouissant parce que leur enthousiasme nous a aussi transformés, et du coup, on a monté un projet ici que la FEDEVACO a soutenu. On est allé sur place pour les organiser. Ce qui s'est passé, c'est que les productions qu'ils ont proposées avaient de l'avenir. Le Nigeria est un très grand pays à côté de nous qui pourrait absorber beaucoup de choses, mais ça ne se passe pas comme ça. Alors donc avec cette équipe, on a très volontaire, ils ont trouvé 10 hectares tout de suite pour produire, mais il y a quelque chose qui est important, c'est comment les vendre, parce que jusque-là, c'est leur problème. Alors, nous, on a identifié que pour vendre, ils ne peuvent pas produire et vendre en même temps. Donc, des 60 personnes qui voulaient faire, on a trié, on a pris 3 personnes là-dedans qu'on a formées pour le marketing. Comment trouver le marché, comment aller vendre, comment fixer les prix, comment faire la distribution. C'est à ça que nous avons... donc, ça fait une deuxième partie du projet qui allait ensemble avec l'ensemble. Et on a donc formé ces personnes-là. Et c'est des personnes clés. Parce que produire et vendre à l'informel, comme ils faisaient, ça, ils risquaient de ne pas trouver de gain à se partager. Donc, grâce à cette partie-là, l'ananas, comme le pain de sucre que je vois là, c'est aussi produit dans la région. Mais ce dont je parle maintenant, c'est déjà 2003. Tu es arrivé après. C'est déjà 2003. Pour dire que l'élan est parti de loin et aujourd'hui, c'est réjouissant de voir qu'il y a des entrepreneurs qui vivent de ça là-bas, entre là-bas et ici. Donc, la coopérative qu'on a montée a prospéré. Et on a mis avec eux un suivi d'un encadreur agricole qui a pu travailler avec eux pendant des années. Là où le problème a été compliqué, c'est que quand, à un moment donné, ils ont dit « ouais, maintenant on sait tout faire, on n'a plus besoin d'encadreur ». L'encadreur est parti, 2 ans après, ça a commencé à décliner. Donc on est revenu avec un autre encadreur pour pouvoir les remonter. Donc, ce projet-là a été un grand succès, mais un grand succès parce qu'il fallait monter aussi le dossier du projet. C'est là où le problème commence. Le dossier du projet que nous, on a fait grâce à la FEDEVACO ici. Et ce dossier du projet, c'est qu'il faut avoir déjà un savoir-faire. Et grâce à la FEDEVACO, nous avons pu monter ce dossier pour faire les recherches de financement ici et là-bas, parce qu'il faut aussi participer, trouver des participants locaux pour nous aider, pour nous accompagner, au niveau même de l'État.
Alors, grâce à cette méthodologie, ça a pu aboutir. Et j'en viens là pour dire qu'avec la FEDEVACO, on a pu, grâce à ce montage de dossiers, trouver que, avec toute la bonne volonté, si dès le départ, on n'est pas bien ficelé ce dossier-là, on reste toujours dans l'informel et ça ne peut pas aller loin. On va revenir après peut-être. Oui, Vincent, peut-être précise-nous la plus-value en tant que diaspora. Vous avez essayé aussi de jouer votre rôle en trouvant des marchés ici, en abordant d'autres types de partenaires comme les ambassades, ou etc. Peut-être tu peux juste spécifier un aspect. Avec les ambassades, comme on produisait de l'ananas, l'ambassade du Bénin, qui était informée du projet, était très intéressée par comment faire pour que, à l'époque, il n'y avait pas de produits africains à la Migros, à la Placette, on disait encore à l'époque, Manor, il n'y en avait pas. Alors, l'ambassade a quelqu'un qui s'occupait de voir dans le marché qu'est-ce qu'on peut placer. Et du coup, l'ananas béninois s'est retrouvé chez Manor, à Genève. Mais ça, là, c'est l'ambassade qui a fait ce travail-là. Okay. Voilà. Merci. Et le problème qu'on a eu souvent, c'est comment faire venir l'ananas de là-bas. Et ça, là, c'est encore un autre problème très compliqué. Et nous, on n'a pas voulu suivre ça parce que c'est casse-tête. L'avion est bon aujourd'hui, c'est pas bon demain. Nous, on a abandonné cette partie-là. Merci Vincent de mettre en lumière aussi cette passerelle entre les deux pays que peuvent jouer les diasporas. Je me tourne maintenant vers notre quatrième intervenant, Apollinaire Nana. Donc vous êtes chef de projet sécurité alimentaire au sein de l'ONG Solidar et vous coordonnez un projet d'appui à l'entrepreneuriat au Burkina Faso. Vous avez récemment capitalisé des bonnes pratiques en lien avec cet appui aux agri-entrepreneurs. Quelles en sont les principales leçons apprises ? Bonjour tout le monde. Effectivement, je suis Père Domindé Apollinaire Nana. Je suis responsable d'un projet d'entrepreneuriat agricole au niveau du Burkina Faso. Je travaille pour le compte de Solidar Suisse, qui est une ONG qui intervient un peu partout dans le monde, dont le Burkina Faso depuis 1974. Effectivement, depuis 2018, nous avons entrepris un projet d'entrepreneuriat agricole avec l'appui financier de la FEDEVACO. Et l'expérience ici que je souhaite partager, c'est comment amener des producteurs ruraux à devenir ou à mettre en place une entreprise agricole. Parce que nous avons, au début, c'est un groupement villageois de producteurs que nous avons accompagné à mettre en place une entreprise agricole. Et cette expérience s'est réalisé dans une localité à une centaine de kilomètres de Ouagadougou. Notre accompagnement a consisté principalement, comme toute activité de production, à réaliser des infrastructures de soutien à la production, à faire des formations techniques pour améliorer la capacité de production de ces producteurs, mais aussi à aller au-delà. Au-delà, parce qu'il y a la notion d'entrepreneuriat. Donc, nous avons estimé qu'il fallait permettre à ces producteurs-là d'être en lien avec des structures de financement. Donc, nous avons réussi à à faciliter la signature d'une convention de collaboration entre cette coopérative et avec une structure de microfinance qui permet chaque année vraiment d'appuyer, de donner des petits crédits à ces producteurs pour augmenter leur exploitation ou de renouveler l'investissement qui a été fait. Ce qu'on peut dire de particulier également, c'est l'approche que nous avons adoptée. C'est une production agroécologique. Et qui dit production agroécologique parle d'abandon d'utilisation des produits chimiques, notamment l'engrais et le pesticide. Et pour cela, nous avons réussi à mettre en place une unité de production de compost au niveau de cette localité qui permet de produire et de disponibiliser ce compost de qualité auprès des producteurs membres de la coopérative, mais au-delà, auprès des autres producteurs maraîchers de la localité, notamment la province du Kanouzou et la région du plateau central du Burkina. En termes de leçons apprises, ce que nous pouvons dire, d'abord, il faut nécessairement une transformation des mentalités. Si nous voulons amener des paysans
à être vraiment des entrepreneurs. Il faut une transformation de mentalité parce que l'entrepreneuriat exige une certaine rigueur et de l'engagement et beaucoup de sacrifices. Et ce n'est pas certain que nos paysans ont toutes ces valeurs. Donc, il faut insister là-dessus. La deuxième leçon que nous voulons dire, c'est que pour toute transformation d'un groupement à une coopérative ou à une entreprise agricole, il faut un coaching permanent. C'est vrai, il faut faire la transformation de mentalité, mais il faut un service spécialisé qui accompagne ces producteurs-là sur le long terme pour les amener à avoir une vision commune de l'entrepreneuriat. Et la troisième leçon que nous pouvons partager ici, c'est l'implication des acteurs avec des compétences variées et complémentaires. Ça constitue une force, mais également c'est une bonne pratique de mutualisation des compétences. Donc, c'est ce que nous avons pu capter comme leçon apprise dans le cadre vraiment de la mise en œuvre de ce projet d'entrepreneuriat agricole. Nous insistons, je vais revenir un peu sur l'approche agroécologique parce que de nos jours, il faut préciser qu'au niveau du Burkina, les produits agroécologiques sont en train de prendre de l'ampleur. Les consommateurs sont devenus de plus en plus exigeants. Donc, permettre à ces producteurs qui sont à une distance, une centaine de kilomètres de Ouagadougou, d'avoir déjà des informations sur l'exigence des consommateurs et de les permettre de produire conformément aux besoins au niveau des grandes villes, je pense que c'est une bonne chose. Donc, voici ce que je peux déjà dire en attendant, s'il y a des questions, que je puisse revenir sur d'autres points particuliers. Merci beaucoup, Apollinaire. J'aimerais revenir maintenant sur ces questions de partenariat, de mise en réseau des différents acteurs de la chaîne de valeur des produits locaux. Je crois qu'il y a eu plusieurs constats de la part de difficultés quand un acteur, soit une petite entreprise, une PME ou les petits producteurs, finalement, se chargent de tout, de toutes les étapes de la production à la vente. Voilà, c'est très complexe. Donc, parfois, les acteurs ne se comprennent pas bien. Apollinaire nous rappelait encore cette importance d'avoir une vision commune. Donc, j'aimerais qu'on puisse un peu approfondir cet aspect-là. Agbeko, je sais que tu as encore beaucoup de projets de développement de ton entreprise, notamment sur le sol togolais. Parle-nous un peu des défis principaux que tu as en termes d'établissement de partenariat avec les différents fournisseurs ou partenaires de ton projet. Alors, je pense que les défis sont un petit peu multiples. Bon, c'est en faisant qu'on apprend aussi, qu'on fait ses expériences, mais c'est pas tout le temps simple de trouver la bonne structure, les bonnes entreprises avec qui on peut travailler, qui peuvent nous soutenir pour vraiment aller de l'avant. C'est vrai que j'ai une toute petite structure, qu'elle reste fragile vu qu'on n'est pas une quarantaine de personnes à travailler pour Kimi. Mais c'est vrai je pense qu'il manque un peu plus d'accompagnement pour ce genre de structure comme la mienne, pour pouvoir encore mieux travailler avec les acteurs locaux, les agriculteurs, et par la suite pouvoir faire de la plus-value, de la valeur ajoutée avec les produits transformés. C'est vrai qu'il y a pas mal de défis à relever. Je pense que ça fait partie du rôle, du job d'un entrepreneur. Mais c'est vrai, c'est pas tout simple. Merci. Christophe, du côté de ton projet, quel est ton constat? Est-ce que les entrepreneurs sont bien intégrés dans le réseau d'acteurs agroécologiques? Et finalement, agri-entrepreneurs et acteurs de la coopération développement, est-ce qu'ils ont quelque chose? Qu'est-ce qu'ils ont à s'apprendre mutuellement? Le micro. Pardon. Nous, on a conçu ce projet en décidant par rapport aux deux produits qu'on avait, de rassembler un certain nombre d'acteurs différents. C'est-à-dire l'idée aussi, qu'on avait eu comme constat lors de l'atelier en 2018, c'était que ce qui avait marqué les gens, c'est qu'ils avaient pu se parler quand ils étaient producteurs, transformateurs, commerçants, etc. Donc, on a reproduit ça. Donc, la première chose, déjà, il faut que les acteurs
ils se connaissent et ils se parlent. Et c'est d'autant plus difficile qu'il y a une véritable méfiance en Afrique pour collaborer. C'est-à-dire que au lieu de penser qu'on peut avancer ensemble, eh ben souvent, celui qui réussit, il a un peu de... Voilà, il est un peu jalousé, etc. Ou autre. Ça, c'est un constat que c'est pas moi qui fais, hein, d'accord ? Donc, je pense déjà le fait qu'on provoque des moments de dialogue entre les différents acteurs des filières, déjà ça, je pense que c'est une bonne chose. Et puis, moi, ce que j'ai remarqué, je reviens sur l'importance de la vente, parce que même les vieilles femmes de Ouaga ou de Sikasso nous l'ont dit. Au début, je pensais que faire du marketing, c'était tricher les gens. Et puis, elles se sont aperçues en fait que pas du tout. Et ce qui s'est passé aussi, c'est que pour pouvoir vendre, enfin, la vente t'oblige à remonter comme ça ta filière. Et en fait, ça a un effet professionnalisant. Donc, mettre beaucoup d'importance sur la vente, ça te permet d'améliorer le produit, ça te permet d'améliorer la distribution, d'être obligé d'être organisé. Si jamais ça marche bien, comme ça a été le cas par exemple au Mali, la question qui se pose aujourd'hui, c'est que maintenant que tout le monde veut du fonio, ben, comment on fait ? Parce qu'il n'y a que 20 coopératives qui étaient dans le projet, comment on fait ? Ben, on essaye. Il y a des hypothèses. Hein. Est-ce qu'on demande aux femmes de produire plus et puis de perdre leur côté un peu femme rurale, etc., alors que c'est justement vivre dans leur milieu, au sein d'une exploitation familiale, dont elles apportent un certain équilibre. Parce que quand on parle d'agribusiness, souvent on oublie que l'exploitation familiale, c'est 30-40 personnes. Des femmes font quelque chose, les jeunes font autre chose, les hommes font encore autre chose, et que ça fait un équilibre pour toutes ces personnes-là pour pouvoir progresser. Donc si effectivement on met des trop grandes entreprises agrobusiness, et ben en fin de compte, en plus, on libère une certaine partie de la main-d'œuvre. Et qu'est-ce qu'on en fait, quoi ? Merci beaucoup Christophe. Apollinaire, on a entendu parler de cette méfiance. Finalement, les entreprises, notamment celles portées par les diasporas, alors est-ce qu'il est possible de travailler avec les petits producteurs ? Et puis, quel réseau existe-t-il au Burkina Faso pour mettre en lien justement ces entreprises avec les petits producteurs ? Et puis, qu'est-ce que peut apporter une structure comme Solidaire dans cette mise en réseau? Merci pour toutes ces questions. Déjà, en termes de réseau, il faut préciser qu'au Burkina, il y a le Conseil national de l'agriculture biologique, le Sénabio, qui est quand même un acteur très important, qui fédère toutes les organisations et qui font la promotion au niveau de l'agroécologie. Cette structure déjà existe. Il y a des individus également, des particuliers qui développent des initiatives pour partager l'expérience. Je vais prendre l'exemple d'une web télé, AgriBusiness TV, qui essaie de faire des reportages sur des entreprises appartenant à des jeunes Africains pour montrer l'exemple, pour dire que dans l'agriculture, on peut réussir. Donc déjà, avec ces deux structures, il peut y avoir un partenariat avec ceux de la diaspora. Qu'est-ce que la diaspora peut apporter? Et là, je vais prendre le volet production. Vous savez qu'en Afrique, il y a les effets du changement climatique qui impactent vraiment les rendements agricoles. Et je trouve que c'est une opportunité pour la diaspora de réfléchir à des technologies ou à des approches qui peuvent permettre de s'adapter à ces effets de changement climatique-là. C'est vrai qu'avec l'agroécologie, l'utilisation de façon naturelle, ça permet aussi de réduire, mais avec cette possibilité, et la technologie avancée au niveau de l'Europe peut réfléchir à comment répondre à cette problématique-là au niveau du continent africain, notamment l'impact vraiment sur les... Donc déjà, voici ce que je peux dire sur ces deux aspects. En termes de partenariat ou je peux dire de méfiance, bon, ça a discuté, hein, ça a discuté parce qu'il faut savoir trouver la bonne entreprise, et il faut savoir trouver la bonne personne. C'est vrai que dans toute initiative individuelle ou personnelle,
on ne peut pas occulter cette méfiance si c'est le début. Mais je me dis, en forçant, en creusant, on va trouver les bons contacts, les bons réseaux. Et je profite pour dire qu'à partir de la semaine prochaine, du 21 au 27, il y a la foire du consommant local qui se tient à Ouagadougou. Et la 5e édition, c'est des cadres, c'est des espaces et de ces gens-là qui permettent de rencontrer des acteurs qui sont professionnels et qui travaillent réellement sur le terrain. Voici ce que je pouvais dire par rapport à ces questions qui sont posées. Merci Apollinaire. Je me tourne vers Vincent. On a entendu tout à l'heure et aussi pas mal de fois durant cette semaine ces manques d'accès à l'information, que ce soit pour les entrepreneurs et aussi à la formation. Qu'est-ce qui peut être fait de plus pour finalement travailler à cette vision partagée, travailler à établir des partenariats de confiance? Qu'est-ce qu'on peut faire de plus dans la formation? Quels bons exemples il y a, Vincent? Tout à l'heure, on a eu le représentant de Genilem qui nous a présenté, il est déjà parti, qui nous a présenté comment ils accompagnent les entreprises ou bien les porteurs de projets. C'est essentiel que les porteurs de projets ou la diaspora qui veut amener des projets, que nous ayons chacun une vision, une petite formation technique de la matière avant de se lancer. Et donc, pour notre petite expérience, nous sommes fait aider par la FEDEVACO qui a mis en place cette thématique-là, que ce soit sur l'agroécologie ou d'autres projets. Donc, un savoir-faire à avoir forcément. Donc, il faut que nous prenions le temps d'acquérir ça. Et l'accompagnement de la FEDEVACO en la matière est tout à fait indiqué. C'est si important que la FEDEVACO a mis en place le prix Diaspora et Développement, qui n'est autre chose que le constat que nous, Diaspora, avons fait en se disant, parmi nous, tout le monde veut aider ses parents au pays, de façon alimentaire, etc. Mais aujourd'hui, on a constaté qu'il faut plus. Donc, des projets structurants, des projets innovants, ce qui nous a amené à proposer que les camarades qui, seuls ou en association, font de ces petits projets familiaux et qui veulent agrandir la chose, essayent de se rapprocher de la FEDEVACO pour obtenir des modules de formation qui leur permettra d'abord de se faire peur au début, mais rapidement se rendre compte que pour réussir, ce qu'il faut, c'est au moins une méthodologie d'approche des choses. Donc cette formation-là, il faut forcément le faire. C'est ce que nous, on a fait. C'est ce que la FEDEVACO continue de faire dans le cadre du prix Diaspora. Évidemment, ça ne veut pas dire que quand on a fait cette formation-là, on est tout de suite membre de la FEDEVACO, mais c'est pour soi-même déjà pour la bonne maîtrise. La bonne maîtrise de point de départ, qui est comment déjà monter un dossier, comment prévoir ce qui va se passer sur le terrain. Parce que nous sommes ici, on n'a pas toujours la maîtrise des réalités du pays. Certains parmi nous, on a oublié un peu, on parlait déjà de la méfiance entre les gens. C'est quand même une réalité. Quel guichet ouvrir sur place, quelle méthodologie avoir pour aller taper à la bonne porte. Tout ceci-là, il faut l'acquérir dans un cadre formel de formation que la FEDEVACO met en place. Et l'atelier thématique sur l'agroécologie est sur la plateforme de la FEDEVACO, je crois. C'est quelque chose qu'ils ont déjà développé et je pense que la formation est essentielle. Merci Vincent, tu as été un fervent initiateur de ce prix il y a 10 ans. Et donc la prochaine édition, ce sera dès 2023. Avant de passer la parole au public, j'aimerais juste que chacun d'entre vous puissiez très brièvement, parce que je pense qu'on arrive au bout du temps, mais peut-être partager une bonne pratique, voilà, une pépite, puisque c'est aussi le but de cette semaine de collecter les best practices et puis de pouvoir les rendre disponibles. Donc voilà, quelque chose d'inspirant ou une recommandation encore à partager avec le public. Agbeko. Moi, que dire par rapport à tout ça, malgré toutes les difficultés qu'on peut être
amené à rencontrer dans l'entrepreneuriat avec le travail en Afrique. Moi, j'encourage tous les Africains, toute la diaspora à essayer de contribuer à faire avancer le continent africain, de faire connaître nos produits, de faire connaître aussi nos cultures et d'essayer de faire avancer les choses d'une manière ou d'une autre à partir du moment où on s'implique dans son pays d'origine ou dans un autre pays africain ou que ce soit. On va créer des emplois, on va faire travailler des sociétés, on va faire des partenariats avec des agriculteurs, avec des structures. Donc c'est un effet boule de neige, c'est un effet très positif. Il ne faut pas cacher qu'il y a pas mal de difficultés par rapport à tout ça, mais on est là pour faire avancer le continent africain, nos pays respectifs, et de valoriser tout ce que le continent africain peut offrir. Merci Agbeko. Christophe? Ah, pardon. Pour représenter une association qui est en lien depuis 40 ans avec des organisations paysannes, il y a quand même des gens sur lesquels on peut compter en Afrique, des gens de valeur. Et je crois que les gens de la diaspora peuvent s'appuyer sur ces gens-là pour pouvoir développer des projets et des entreprises. Donc je pense que ça, c'est hyper important. Puis je voudrais juste dire que sur notre site grad-s.net, on va partager tous les outils qu'on a mis en place et qu'on est en train de capitaliser sur la question du marketing des produits locaux. Merci. Vincent, une bonne pratique? Une bonne pratique, tout ce qu'ils ont dit, est-ce que c'est nécessaire de compléter? Seule chose que je voulais dire, c'est que dans tout ça, il faut des fonds, le financement. Et ce qui est réjouissant, c'est que de plus en plus des membres de la diaspora commencent à se dire on n'a pas forcément besoin d'attendre le financement de quelqu'un d'autre. Nous pouvons nous-mêmes financer nos projets. Et du coup, il y a aujourd'hui des plateformes qui invitent la diaspora à participer à des prêts. Vous pouvez commencer par 10 francs suisses même. Donc, et lorsque ces fonds-là sont réunis dans une cagnotte, on peut financer des projets sur le continent. Il y a des plateformes qui sont développées pour ça. Je veux citer par exemple afriquewiti.com ou babylone.org qui organisent ces genres de financement alternatif au sein des diasporas. Ils sont actifs en France, mais depuis ici, on peut aussi contribuer. Alors je pense que ça fait partie aussi de compter sur nous-mêmes aussi. Compter sur nous-mêmes aussi. Et ensuite, maintenant, ceux qui sont en recherche de fonds peuvent compléter par d'autres truchements, d'autres financiers qu'on peut trouver ici ou ailleurs. Mais nous-mêmes, Africains, nous devons commencer par nous financer nous-mêmes, par ce genre de solidarité. Ce que vous mettez dans ce fonds-là vous est restitué après. Par mois, vous êtes payé, mais vous avez déjà investi quelque chose qui va servir à un autre pour développer un projet chez nous. Je crois que ça, là, ça a traîné au début, ça fait depuis 15 ans que ça dure. Ça a traîné au début, maintenant ça commence à marcher très très fort. Allez sur ces plateformes-là et inscrivez-vous et participez à ça. Merci. Apollinaire, le mot de la fin est pour vous depuis le terrain. Une recommandation, une bonne pratique? Merci bien. La bonne pratique du dernier intervenant. On vous a perdu à Lausanne. Voilà. Voilà. Pour ajouter à tout ce que mes prédécesseurs ont dit, moi, je l'ai insisté à la mise en réseau, c'est-à-dire l'entreprise-là, d'avoir accès aux acteurs professionnels. Ça leur permet de ceux qui ont déjà aussi de profiter des opportunités dans le cadre de ces réseaux. Donc, recommandé comme bonne pratique à l'endroit surtout des entreprises en milieu rural.
Merci Apollinaire. Donc j'aimerais maintenant ouvrir la parole au public pour poser des questions, donc public ici présent à Lausanne et puis aussi public en ligne. Peut-être d'abord, est-ce qu'il y a des questions ici à nos différents intervenants? Je pense qu'il y a un micro qui va vous arriver. Peut-être c'est celui-là. C'est bon, Anne, c'est moi. Ouais. Merci beaucoup pour cette magnifique présentation qui essaie de mettre en lumière les initiatives qui sont prises par nos valeureux représentants de la diaspora, peut-être en direction du continent. J'ai perçu dans la présentation de nos représentants du Togo et du Bénin, certes, beaucoup d'espérance, mais aussi comme une petite frustration en ce qui concerne le positionnement des produits africains, par exemple sur le marché suisse. Alors, la question que j'aimerais poser, que ce soit aux représentants du Togo comme du Bénin, ce sont les défis rencontrés sur le marché suisse par rapport au positionnement de leurs produits. Parce que j'ai perçu, par exemple, le représentant béninois qui a dit qu'ils ont fini par abandonner un certain pan il y a quelques années en ce qui concerne l'accès ou bien dans la présentation de leurs produits sur le marché suisse. J'aimerais savoir de manière plus concrète comment est-ce qu'ils procèdent, c'est-à-dire quels sont les défis qu'ils rencontrent pour le positionnement, par exemple, de ces ananas sur le marché suisse, étant donné que le marché suisse est un marché de très haut standard. Et aussi peut-être au président de la région lausannoise, dans quelle contribution apporte la région pour faciliter l'accès du Made in Africa sur le marché suisse. Je vous remercie. Alors, oui, c'est vrai, j'ai tout à l'heure dit que c'était compliqué au point que l'ASVB n'a pas eu le courage de s'impliquer dans ce volet-là. Simplement pourquoi? Quand l'ambassade du Bénin a commencé à démarcher la Migros comme Manor pour leurs produits, des produits béninois, ça a marché juste quelques temps. Le problème qui s'est posé, c'est quand on a un contrat avec la Migros ou avec Manor, il faut l'assumer. C'est ça le gros souci. Il faut l'assumer. Or, sur place, eux, ils n'arrivent pas à assumer la production. Dans le temps, des fois, ils produisent. Le temps donc de convoyer par l'aéroport, c'est encore une autre organisation à mettre en place. Nous n'étions pas encore assez mûrs pour cette partie-là. Je vous ai dit qu'il y avait 3 personnes qu'on avait formées pour s'occuper de la commercialisation de tout ceci. Ça a été très compliqué pour eux. 2 ou 3 fois, on a loupé les convois et ça a coupé le marché avec les partenaires ici. Dès qu'eux, ils n'ont pas ce rendez-vous-là, ben, il y a les produits latino-américains qui arrivent régulièrement, qui sont plus performants que nous, qui sont plus professionnels. C'est un peu ça. À l'époque, c'était ça. Peut-être qu'aujourd'hui, avec toi, ça commence à aller mieux. Mais le transport de là-bas ici était une difficulté et la production même sur place pour être au rendez-vous à l'heure précise, ils étaient trop jeunes pour affronter cette partie-là. Peut-être qu'aujourd'hui, on peut déjà commencer à s'organiser mieux. C'est un défi qu'il faut améliorer si on veut continuer ici. Nous, on l'a abandonné. Pourquoi aussi? Bon, pour cette raison-là, mais la deuxième raison, c'est qu'on voulait privilégier quand même les marchés locaux. Je vous ai dit en ce moment-là qu'il y avait le marché nigérian à côté. Ce marché nigérian, l'accès de nos produits est plus facile. Ils n'ont pas besoin de passer par l'avion pour transporter là-bas. Donc, il y a même des Nigérians qui venaient sur place, qui vont chercher, qui venaient faire leur achat sur le champ. Donc,
on a privilégié ça d'abord avant d'attaquer encore le marché européen. C'était ça. Merci. Je pense que ce matching entre capacité de production avec une certaine qualité, puis quel marché on veut vraiment viser, c'est une pierre d'achoppement qui est souvent vécue par les différents acteurs du système alimentaire. Je ne sais pas si l'un ou l'autre d'entre vous veut réagir encore à ça. Moi, ce que je pourrais dire, c'est que sur le territoire suisse, on a quand même des possibilités. Moi, je suis présent sur les marchés, à Gland, à Lausanne. Il y a pas mal de foires, de festivals. On a participé au Paléo Festival cette année. On a représenté le Togo. Mais c'est vrai que ce n'est pas forcément évident de trouver les partenaires avec qui on peut travailler sur du long terme et avec un petit peu plus de volume pour rendre notre structure beaucoup plus stable. C'est surtout ça le grand défi, en tout cas pour mon cas. On essaie d'ouvrir les portes à gauche et à droite, mais c'est vrai qu'il manque quand même beaucoup plus de partenariats solides pour faire en sorte que... c'est un effet boule de neige. On peut produire au Togo, on peut faire venir les produits ici, mais si on ne vend pas assez de quantité ici, si on n'a pas assez de débouchés ici, ça ne fonctionne pas non plus. Donc, de dire que c'est un petit peu compliqué de trouver des partenaires des marchés, je dirais oui. C'est pas impossible, mais c'est vrai que potentiellement, il manquerait un petit peu plus de soutien d'une manière ou d'une autre pour pouvoir trouver les bons débouchés et puis pour rendre un petit peu plus solvable l'initiative, la mission, de pouvoir développer aussi le côté togolais avec la société, les gens qui travaillent pour nous, les petits agriculteurs, les transformateurs au Togo. Donc en fait, c'est un cercle vicieux qu'il faut essayer de solidifier au maximum. Et c'est vrai que c'est pas tout simple. Merci. Juste pour préciser que je pense que c'est là où la diaspora a un vrai rôle, parce qu'en fin de compte, en Afrique de l'Ouest, moi je connais des tas d'exemples de gens à qui on a dit « Oh, produisez-nous du beurre de karité, on va acheter 600 kilos, on va acheter 2 tonnes de soja, etc. » Et puis au moment où les femmes, elles ont produit, on va pour les envoyer, en fait le gars il a trouvé une production moins chère ailleurs, et puis du coup les femmes se retrouvent complètement désemparées parce qu'elles ont travaillé toute une saison et puis qu'elles sont pas rémunérées. Donc ça veut dire que ces acheteurs étrangers, qui peuvent être aussi même des fois des volontaires, qui peuvent être des ONG, etc. autres, elles n'ont pas cette approche sur le long terme que peut avoir justement la diaspora. Et c'est là où je trouve que ça peut être intéressant, parce que c'est une démarche qui est longue à mettre en œuvre, de pouvoir s'assurer d'un certain nombre de volumes, de faire des erreurs, de les rectifier ou autres. Et ça, je pense que c'est la diaspora qui peut jouer ce rôle beaucoup plus qu'un acteur étranger qui est moins impliqué et qui ne va pas mettre en péril la famille du pays, en quelque sorte. Merci beaucoup. Est-ce qu'on prendrait d'autres questions? Ou bien est-ce que M. Ami, une partie de la question vous était directement adressée? Est-ce que vous avez des éléments de réponse? Écoutez, je crois que beaucoup de choses ont été dites, mais le marché suisse, déjà, je crois que ma voisine de droite d'Unitaire ne me contredira pas, mais c'est déjà compliqué dans les circuits courts pour nos propres paysans suisses. Donc on peut imaginer qu'en venant avec des petites quantités, comme vous le faites depuis l'Afrique, vous rencontrerez les mêmes problèmes, voire en pire. Et la problématique de la professionnalisation des volumes, de la qualité, tout ça est évidemment un obstacle majeur, je dirais, à une distribution et à des achats très ample. Par contre, moi, je suis particulièrement sensible à l'idée d'utiliser la diaspora. Il faut encore peut-être réfléchir parce qu'il faut voir comment, mais surtout, et pour moi, et pour nous, au fond, au niveau aussi des communes suisses et de manière plus générale des autorités politiques, c'est de pouvoir développer un vrai marché africain.
Et je suis très sensible à ce que vous dites, monsieur. Si vous pouvez faire de la distribution entre vous et assurer finalement avoir une classe moyenne qui se développe progressivement dans certains pays, et vous pouvez assurer votre propre approvisionnement, sachant qu'en plus avec les restrictions en matière de transition énergétique, les grands voyages en avion pour amener des ananas, je pense qu'on est un petit peu à la fin. Hein, donc ce genre de choses, je suis désolé de vous le dire comme ça, mais au plus petit, ça va aller, mais après c'est peut-être un petit peu plus compliqué. Mais c'est vrai que ces réflexions-là, elles doivent se mener véritablement sur le plan régional, voire national, voire continental. Et c'est là-dessus que j'insisterai un peu plus, sachant qu'on se trouve dans un monde aujourd'hui qui va être beaucoup plus compliqué. Les coûts de transport vont prendre des dimensions beaucoup trop importantes, avec un renchérissement qui ne sera pas supportable à la fin pour un acheteur, même européen. Donc c'est ça l'enjeu. Pour moi, je pense qu'on va revenir quand même vers du plus local, avec peut-être moins de spécificité. Mais en tout cas, il faut développer ce marché africain. Merci. Je me tourne vers Lionel, peut-être. Qu'est-ce qui se passe en ligne? Est-ce qu'il y a beaucoup de monde, beaucoup de questions? Qu'est-ce qui nous arrive? Alors oui, en ligne, on a des questions. La première est adressée aux autorités africaines. Dommage que l'ambassadeur du Togo est parti. Donc, une question est de savoir, justement en lien avec ce que M. Ami disait, qu'est-ce que les pays africains, justement, mettent en place pour accompagner ces entrepreneurs pour que cette chaîne, ce cercle ne soit pas vicieux, mais plutôt vertueux. Comment est-ce que les entreprises, au travers des différents ministères, agriculture et autres, accompagnent non justement les producteurs et même aussi l'exportation pour que notamment les coûts de transport et autres soient baissés? Je ne sais pas si M. Tédier qui est là pourrait apporter une réponse, ce que le Cameroun par exemple met en place. Merci pour la question. Tout le monde est sensible aujourd'hui au fait qu'on a besoin, j'allais dire, de la valeur ajoutée dans les produits que nous faisons localement. Et au niveau du Cameroun, nous avons par exemple un certain nombre de structures, notamment le ministère des petites et moyennes entreprises, qui essayent d'encourager déjà sur le plan local les entreprises déjà pour se structurer et pour pouvoir labelliser, j'allais dire, leurs produits qui leur permet de pouvoir vendre au niveau de l'étranger. Il y a, par exemple, au Cameroun, dans le domaine, par exemple, de la coopération, des organisations comme la JICA, qui sont des initiatives, par exemple, japonaises, la KOICA, qui sont des initiatives sud-coréennes, et bien d'autres partenaires, j'allais dire, européens, qui essayent déjà, parce qu'il parlait tout à l'heure de la formation, comment présenter un produit, pour leur permettre de pouvoir facilement, parce que les barrières non tarifaires, notamment au niveau de l'Occident, sont suffisamment complexes. Et donc, ces entreprises leur permettent, ou bien ces structures leur permettent de mieux présenter leurs produits sur le plan international. J'ai vu, par exemple, là, d'ailleurs, tout à l'heure, l'entreprise, je pense, c'est Gakomo, qui essaye de vendre un produit labellisé camerounais sur le marché suisse, le poivre de Pendia. Et le Cameroun, comme ces entreprises comme ces structures qui sont mises sur pied, accompagne dans ce genre d'initiative pour pouvoir le positionner sur le marché international. Peut-être que ce n'est pas encore vraiment ça, mais quand même, le gouvernement camerounais est très sensible à toutes ces initiatives et il y a beaucoup d'encouragement pour les entreprises donc pour les entreprises locales pour pouvoir leur permettre de se développer au niveau international. Merci. Merci beaucoup. Lionel, il y avait une question derrière toi et devant. Après. Oui, bonjour. C'est, on va dire, 36 ans d'expérience dans le secteur privé en Suisse qui vous fait un ou deux commentaires et peut-être une ou deux petites questions. 21 ans chez PVC et 15 ans comme actuel responsable finance. Le mot méfiance,
jalousie est venue 1 ou 2 fois. Je vous pose juste la question. Est-ce qu'il s'agit de concurrence ou de méfiance? Je pose la question différemment. Je ne pense pas que les chercheurs chez Hublot et Rolex se rencontrent dans une salle pour décider les produits qu'ils vont lancer. La question principale est, à ce moment-là, qui revient au commentaire qui a été fait par 2 des intervenants, la mise en réseau. Vous ne pensez pas que l'idéal serait pour les entrepreneurs africains, justement, de comprendre la notion de réseau qui leur permettrait d'ouvrir quelque chose de plus large pour créer des entreprises plus viables? Parlons de l'ananas. Pourquoi est-ce que, monsieur, vous ne vous verrez pas comme étant le roi de cet ananas pour l'Afrique de l'Ouest? Pourquoi vous contentez d'un seul pays? Mais l'ananas, il est partout. Alors, je vous mets au défi, volontiers je vous vois après, comment on peut mettre en place une structure où ce produit-là, vous êtes le patron pour toute l'Afrique de l'Ouest. Mais vous mettez en place une entreprise où vous avez des actionnaires qui sont des producteurs différents et vous organisez de cette manière. Ce sont ces 2 petites questions que je me permets de poser parce que j'avoue, depuis que j'ai pris ma retraite l'année passée, j'ai mis en place une structure justement de réseautage d'entreprises africaines. Et c'est pour ça que je suis là ici aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de questions, notamment toute la question de psychologie. On parle de marché. Mais il y a énormément de notions de psychologie derrière. Il ne faudrait pas avoir peur de poser cette question-là non plus. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce que vous souhaitez répondre? On prend plusieurs questions. Alors, il y avait encore une... Ouais, il y avait monsieur qui lève la main depuis un moment avec une casquette. Okay, merci beaucoup. Gakuba Théogène Octave, et je suis enseignant-chercheur à la Haute École de Travail Social de Genève. Et je suis aussi vice-président de SECODEV, c'est une association service de coopération au développement qui est membre de la Fédération genevoise de coopération. D'abord, merci beaucoup pour vos présentations très intéressantes et puis vos initiatives pour l'Afrique. Bravo. J'aimerais revenir en fait à l'intervention de Nana Apollinaire parce que c'était très intéressant par rapport à la contribution de la diaspora à ce qui se fait en Afrique. Pour parler de notre projet, nous sommes en train de fabriquer des frigos solaires au Burkina Faso. Donc ça, c'est avec la Haute École d'ingénieurs du Valais et puis de Fribourg et une autre école, la Haute École de Travail Social de Genève. Donc c'est un exemple concret. Bon, ce n'est pas dans le cadre de la diaspora parce qu'il y a aussi des collègues suisses. C'est un projet qui est financé par la Haute École spécialisée de Suisse occidentale. Mais comme vous avez soulevé en fait l'aspect transfert des technologies, donc avec ce projet, c'est avec le Centre de formation professionnelle de Zignaré. Je ne sais pas si vous connaissez c'est les jeunes qui ont été formés avec les formateurs par les ingénieurs d'ici pour fabriquer le frigo solaire pour répondre aux besoins de conservation en fait, des légumes et des fruits. Merci. Ça, c'était tout juste un exemple par rapport à ce que nous, en tant qu'aussi scientifiques de la diaspora, ce que nous pouvons apporter à notre continent. Merci. Ça sera probablement la dernière question. Emmanuel Zeno du Cameroun. Excusez-moi, j'ai un peu insisté pour que vous me donniez la parole. Parce qu'il y a un petit détail que je voulais relever. Merci aux intervenants, tout ce qui a été dit. Dès que j'ai vu l'ananas plein de sucre entre les mains de l'intervenant togolais, j'ai dit waouh, enfin, il y a quelque chose qui arrive ici à mon insu. C'est un petit rappel. Le pain de sucre a été enregistré en octobre 2020 à l'OAPI comme indication géographique protégée pour le Bénin. Bon, ça n'a pas été dit par les intervenants, mais je préfère ne pas m'attarder dessus parce que dans l'après-midi, nous allons revenir sur la question des indications géographiques. La question, elle vient
peut-être c'est un pan de solution par rapport à la problématique que j'ai suivie. Le représentant du Togo dit qu'il n'y a pas la garantie des quantités auprès des grands distributeurs parce qu'il y a le problème de transport, ainsi de suite, alors que celui du Togo dit, lui, il a les possibilités à travers les festivals, les foires. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il faille mettre sur pied un système de contractualisation avec l'AIAB? L'AIAB, c'est l'association interprofessionnelle de l'ananas du Bénin qui a bénéficié de cette protection. Elle est suffisamment organisée, l'association. Je parie que si cela est fait, parce que j'étais l'un des artisans de l'enregistrement de cet ananas au Bénin, si cela est fait, l'association a les capacités de produire en quantité et en qualité, puisque le producteur a été formé pendant plus de 2 ans là-dessus, et vous servez l'ananas. Est-ce que la notion de contractualisation vous intéresse? Est-ce que ce n'est pas un début de solution? Merci. Merci beaucoup. Je crois que les organisateurs me faisaient signe qu'il est plus que l'heure de s'arrêter, puisqu'il y a la pause du repas qui va prendre place maintenant. Je pense que c'est normal qu'on termine cette table ronde avec des questions ouvertes, et je propose peut-être que les échanges se fassent par réseautage à la pause de midi, mais aussi entre vous en ligne. Je suis certaine que Zayen Kick-Up Startup pourra vous mettre en lien. Je pense qu'on ne va pas lancer toute une grande série de réponses à l'heure qu'il est. Et donc, j'aimerais remercier nos intervenants pour la qualité des échanges, le public aussi pour ses questions, et puis bonne suite de journée. Merci.